2 septembre 2020, 35e tutoriel, tutoriel HTML, CSS, JavaScript, formulaire multistep. Donc aujourd'hui, on va faire la première étape de ce formulaire multistep, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'HTML et le CSS. On va pas toucher à JavaScript dans cette première partie. C'est bien assez long comme ça. Donc ici, on voit qu'on a un formulaire. Donc là, je te présente l'aspect fini. Hein. On a un formulaire, donc avec des champs pré-remplis, nickel. Ici, on voit qu'on a une navigation par onglet. Donc si je veux accéder à l'onglet 2, l'onglet 3 et l'onglet 4, je ne peux pas. Je clique dessus, mais il ne se passe rien. C'est normal, parce que j'ai pas encore donc passé à l'étape suivante en saisissant correctement tous mes champs. Donc là, c'est déjà fait, je les ai déjà pré-remplis. Je passe à l'étape suivante, je clique dessus, et boum, ici tu vois que l'onglet 1 est redevenu normal, mais par contre l'onglet 2 a été coloré de jaune, et le curseur est passé en pointeur. Les autres sont bien évidemment toujours en note Allohead. Je continue, boum, ici ça passe ici. Je peux très bien repartir en arrière, bien sûr, hein, mais je ne peux pas aller en avant. Ici, j'ai une photo de profil par défaut. Je peux en sélectionner une si j'ai envie, ou passer à l'étape suivante. Donc là, je passe à l'étape suivante, j'arrive ici, étape suivante, donc validation, tac. Donc là, je reviens en arrière, je veux changer ma photo, je sélectionne celle-ci, tac, on voit ça. Donc là, il y a un téléchargement immédiat de l'image, en fait, qui a été compressée. Et transformée en JPEG. Donc, c'est un petit bonus. Sinon, voilà, on a l'image. Et du coup, on peut supprimer l'image si elle ne nous convient pas. On fait OK et on retrouve donc notre avatar par défaut. Je passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah bah oui, du coup, je suis obligé de passer par la navigation d'onglet ici. Parce que nos boutons donc sont de type submit, c'est pour ça qu'il y avait un souci ici. Donc on verra ça par la suite. Hop, de comment on fait ce formulaire là. Et donc ici, donc je valide, tac, je clique. Et là, Jacouille me dit c'est ok, nickel, bon ben je le crois. Donc je reviens en arrière, et donc voilà pour la présentation. Donc maintenant on va attaquer donc le HTML et le CSS pour arriver à ce résultat là. Donc là pour l'instant j'ai juste ceci en CSS de base. Hop. Donc c'est le CSS qui a été placé ici. Donc qu'est-ce que je fais? Donc j'ai mis un commentaire à la base. Tout simplement, j'applique un flex direction colonne à mon body, donc qui a un display flex. Je mets une min 200 VH. Ici, header, main et footer ont la propriété flex shrink à 0 pour pas qu'ils rétrécissent. Ici, main, un flex gros à 1, un flex basis à auto. Display flex, donc ce qui sera contenu dedans sera centré. Le footer, donc un petit footer, après voilà, hein, rien de particulier. Mais voilà. Donc ensuite, nous on va faire notre CSS sous ces deux commentaires là. Hop. Au niveau du main, du coup, ben, on va attaquer, hein, tout simplement. Donc là déjà, qu'est-ce que tu as besoin? Donc, tu commences déjà par inclure un link, donc app.css ici, qui a cette structure là, ainsi que un link pour le JS, bien qu'on va pas le voir tout de suite, mais en gros tu peux déjà l'inclure, donc script type module, src, donc de la sorte. Donc tu crées ton dossier JS et tu mets juste un fichier app.js comme ça, mais sans rien mettre dedans, tu mets pas le dossier fonction, ça sert à rien pour l'instant. Tu te mets juste app.js, histoire qu'il ne te claque pas d'erreur, si tu mets cette ligne là. Donc, et cette ligne-là, ça c'est la mienne, hein, c'est le favicon, mais ça, il n'y en a pas besoin. Enfin, tu mets ce que tu veux.
Et donc, hop, je vais réduire ça, on se garde ceci. Donc PHP pareil, tu t'en fiches, tu crées pas, hein. Tu crées pas le dossier pour l'instant. Et donc, ben on va attaquer, tout simplement. On va commencer, tu sais par quoi on va commencer? Vu que notre formulaire nécessite absolument JavaScript pour fonctionner, pour fonctionner correctement, on va du coup inclure une balise dite NoScript. Donc NoScript, ça va en fait nous afficher un contenu si le navigateur ne prend pas en charge du coup JavaScript. Donc qu'il est désactivé par exemple. Donc ici dedans on va se mettre une section avec un identifiant NoScript. Oh, les identifiants moi c'est avec un underscore, c'est les classes avec un tiret ma convention. Et donc je viens mettre un élément image dont la source pointe vers mon dossier image et Node.js, le fichier Node.js. Je vais mettre un texte alternatif. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Un texte alternatif ici. JavaScript est désactivé dans votre navigateur. Ensuite, je vais me copier mes paragraphes moi que j'ai mis dans mon exemple. Tac. Donc j'ai mis 2 paragraphes. Il semblerait que JavaScript soit désactivé dans votre navigateur. Malheureusement, l'utilisation de cette page nécessite l'intervention de JavaScript. Après, tu mets ce que tu veux. Pareil, tu mets une image, t'en mets pas, tu fais ce que tu veux, tu mets l'image que tu veux. Pas de souci. Le but, c'est que ça t'affiche en gros cette portion de code là, si jamais il n'y a pas JavaScript. Ce qu'on va se rajouter également, c'est qu'on va se rajouter une classe au body qu'on va appeler NoScrollBar. C'est-à-dire qu'on va vouloir désactiver la possibilité de scroller vers le bas, donc verticalement et horizontalement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre fichier app.css ici. Donc, moi aussi, je vais l'ouvrir. Et donc, sous le commentaire NoScript, on va cibler body quand il a la classe NoScrollBar. Donc, il l'a par défaut. Hein. Et on va lui mettre un overflow hidden. Donc, grâce à ça, on n'aura pas nos barres de scroll. Ensuite, on va cibler notre section dont l'ID est NoScript. Cette section, on va la mettre en display flex, flex direction column, justify content center, et enfin align nameTames center. Text align center. Et il nous manque un min8 à 100 viewport 8. Ensuite, je vais lui placer un background color à tomato, à notre overlay. Cela en gros ça va couvrir 100% de notre écran, de la partie visible de l'écran là, de la page. Et on ne pourra pas scroller, donc du coup je vais mettre un background color tomato. Le texte, donc les paragraphes en question, on va les mettre en couleur noire. Margin, j'ai déjà mis un margin 0 ici, donc j'en ai pas besoin. Et je vais mettre le texte en 2 REM de size. Hop. Donc là, si on revient, qu'on actualise, il n'y a absolument rien rien n'a changé. Ok? Par contre, si je viens ouvrir les settings et que je viens au niveau de Disable.js, je clique, j'actualise, hop, et là, du coup, là j'ai désactivé JavaScript, tu vois que JavaScript est désactivé, je ne peux pas scroller vers le bas, je peux rien faire, et je tombe sur cette page avec l'image ici. Il semblerait que JavaScript soit désactivé dans votre navigateur. Malheureusement, l'utilisation de cette page nécessite l'intervention de JavaScript. Et ouais. Donc du coup, on va
réactiver JavaScript. Hop. Tac. Et donc, on le réactive, donc c'est bon, on ne voit pas donc ce CSS là du coup. Enfin, ce CSS là, si, il y a toujours lieu, hein, mais là, on ne voit pas cette section qui nous fait un overlay. Donc on voit bien notre corps de la page là, comme il est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer tout simplement la suite du tuto. Donc on va commencer par faire notre élément nav. Donc nav va contenir une liste ordonnée, excuse-moi. Il va contenir 4 éléments ELI. Chacun de ces éléments ELI va contenir un lien. Donc ici, ça va être a href égale login information. Data target égale login information. Class égale section link. Je vais lui rajouter une classe allowed et une classe selected. Tac, je vais fermer là. Et du coup ici, je vais mettre... j'ai mis quoi comme texte moi? Information de connexion. Information de connexion. Ok, donc là on a notre premier lien. Si je viens là, on voit information de connexion ici. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais faire ainsi. Voilà, comme ça on verra en même temps. Ensuite, je vais attaquer le second lien. Donc a href égale. Ici, on va donc cibler civil status. Ensuite, je vais avoir un data target qui va être civil status. Je vais avoir une classe ici qui va être section link et non pas allowed mais not allowed. Il y aura un title qui va être veuillez suivre les indications du formulaire pour passer à cette étape. Ok. Et donc ici, hop, je vais avoir 2 états civils. Tac, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se copier le lien. On va faire le feignant. Et donc ici, on va cibler maintenant profile picture. Donc ça, à chaque fois, en fait, dans le href, c'est nos différentes sections. Donc ici, on va avoir profile picture. La classe va être la même, section link et ainsi que la classe not allowed. Et on va avoir le même title. Sauf qu'ici, ça va être 3 photos de profil. Enfin, ici, on vient là. Et ici, on va cibler validation. Donc data target, ce sera validation. On aura la même classe, ainsi que le même title. Mais ici, ce sera validation. Ok? Donc maintenant, on va s'attaquer à un peu de CSS, histoire de mettre ça en forme. Donc je remonte moi dans mon code. Ok. Donc on va venir là. Donc, je vais cibler main, l'élément nav, l'élément OL, donc liste ordonnée. Je viens là, je lui mets un display flex. Flex wrap
justify content space between 800 pixels, padding 0, margin 0. Ensuite, je vais cibler, hop, les LI, les éléments de liste. Hop. Je vais leur dire que je ne veux pas de style type là, donc none, donc ça me retire les 1, 2, 3, 4, juste avant. Cela après ça c'est dans ma string. Je vais lui dire que la height doit être de 100%. Flex à 1. Display flex. Justify content center. Et enfin, align items center. Donc là, on vient centrer. Hop. Si on vient voir là. Élément. Main. Nav. OL. Donc tu vois, ça fait 100 pixels. Et du coup, on vient centrer nos éléments dedans. Tac. Donc maintenant, on va cibler donc chacun de nos éléments. On va vouloir leur mettre une bordure à droite. Sauf celui-ci, parce que c'est le dernier. Donc on ne veut pas lui mettre une bordure ici. Donc du coup, pour ce faire, je vais récupérer ça. Hop. Et ici, je vais dire que je ne veux pas le dernier, donc last of type. Je ne veux pas cibler celui-ci. Je cible tous les autres, mais pas celui-ci. Et je vais lui dire, mets-moi une border à droite de type ridge qui fait 0,3 REM et la couleur blanche. Nickel. Maintenant, je vais cibler, hop, je vais cibler tous mes liens contenus dans mes éléments de liste. Donc A. Je vais leur dire que je ne veux pas de text decoration. Donc je veux pas la petite ligne soulignée dessous. Hop. Je veux que le lien soit en blanc. Et je veux que l'utilisateur ne puisse pas faire ceci. Donc user select none. Donc, du coup, il ne peut pas. Hop. Maintenant, je vais... Là, donc, par défaut, ils ont le curseur pointeur, mais je vais quand même le spécifier. Donc ici, je vais venir là. J'ai des liens qui ont la classe allowed. Donc, quand c'est allowed, je vais spécifier quand même que le curseur c'est pointeur. Mais j'ai également des liens qui ont la classe not allowed. Et là, le curseur c'est not allowed. Donc, le premier lien a la classe allowed, mais par contre, hop, le deuxième lien a la classe not allowed, le troisième aussi, le quatrième aussi. Nickel. Ensuite, je vais cibler donc les liens. Hop, attends, je vais faire un copier-coller. Donc je cible les liens qui ont la classe selected. Donc c'est le premier là. Il a la classe selected, on lui a placé par défaut. Donc on lui met une couleur gold et on lui met son écriture, sa police d'écriture, grass, bold. Ensuite, je vais venir cibler main, l'élément form, ainsi que main, l'élément nav. Je vais leur dire à tous deux, s'il vous plaît, ayez une largeur minimale de 300 pixels, ainsi qu'une largeur maximale de 800 pixels. Votre largeur prendra 100% de ces plages, et je veux vous centrer. Hop. Donc voilà, nickel chrome.
maintenant on est centré. Mais là, on va devoir attaquer, donc je vais attaquer le CSS du form. Donc pour cela, encore faut-il que j'ai un form. Hop, je reviens là. Ici, je reviens ici. Et on va attaquer notre form. Donc en dessous de la nav, form, l'action va pointer vers le dossier PHP et on aura un fichier app.php plus tard. Donc on le crée. Tac. La méthode va être post. Pour l'instant, je vais mettre comme ça. L'autocomplete, on va le désactiver. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les suggestions quand on a le focus sur nos champs. Et attention, on met bien le hang type à multipart form data parce que l'on aura l'envoi d'un fichier dans le formulaire. Donc, important de bien mettre le hang type, sinon il ne sera jamais envoyé. Ensuite, on va créer des sections donc, qui représenteront nos diverses pages, entre guillemets, de notre formulaire. Nos différentes sections de notre formulaire, tout simplement. Donc, on va en avoir 4. Section x4. La première va avoir l'ID login information. La seconde va avoir l'ID civil status. La troisième va avoir l'ID profile picture. Et la quatrième, validation. Donc on va attaquer le travail dans la première. Hop. Donc, premièrement, je vais mettre un titre H1, information de connexion. Je vais créer donc des field sets. Donc si tu n'es pas au courant, parce que je vois souvent des divs qui sont employés pour ça, alors que c'est pas sémantique, et l'attribut, l'élément field set est là pour ça. Donc il vient en fait grouper des éléments de type label et input généralement. Et donc, par exemple, quand tu regardes Bootstrap, ils utilisent des divs alors que c'est pas propre. Alors que tu as des field sets qui sont là pour ça. Alors, on va faire un label for username. Et moi, du coup, les ID, quand il est question d'ID, ma convention, c'est que je mets un underscore input derrière. Et donc, nom d'utilisateur. Ensuite, je vais créer mon input de type texte. Le name, lui, c'est username, sans cette partie-là. Par contre, l'ID doit être identique au for du label, donc username input. Je vais lui mettre un premier attribut de contrainte, donc un attribut de contrainte HTML, donc minLength 6. Je vais en mettre un second, maxLength 20. Je veux que le username soit compris entre 6 et 20 caractères. Ensuite, je vais lui mettre un troisième attribut de contrainte qui va être le pattern. Donc là, je vais me le copier, histoire de ne pas faire d'erreur. Hop. Tac. Donc, l'attribut de pattern, qu'est-ce que je fais ici? Je vais demander à ce que mon username commence par une lettre minuscule ou majuscule, donc sans diacritiques, hein, attention, juste de A à Z et de A à Z en majuscule, mais sans diacritiques, c'est-à-dire sans accent, sans tréma, sans truc du genre. Donc, on demande à ce qu'il y en ait un ou plusieurs. Ensuite, il peut y avoir derrière ces caractères 0 ou 1 caractère qui est compris dans ces crochets. Donc soit un tiret, soit un underscore. Et enfin, suivant ce caractère-là, ici, si jamais il est indiqué, on peut mettre l'un de ces caractères 0 ou plusieurs fois. Donc c'est-à-dire minuscule, majuscule ou nombre. Et là, la fin de notre regex. Donc commence par, finit par. Hop.
On va déjà lui placer une value qui sera Charles Henry. Et enfin, dernier attribut de contrainte HTML required, c'est-à-dire que ce champ doit être rempli pour soumettre le formulaire. Voilà pour notre premier field set. On va en créer un autre. Ici, label for email input. Ça va donc être l'email. Ici, on va faire un input type email. Donc déjà, en fait, quand tu mets l'input type email, tu as déjà une première contrainte de validation HTML parce que le type email va se baser sur une regex propre à ce type-là. Donc du coup, si la string que tu rentres dans le champ ne correspond pas à la contrainte, à la regex de ce type-là, email, eh bien tu ne pourras pas valider. Donc name, email, id, email, input. La value, on va déjà la mettre. Charles Henry 974 à hotmail.com. Et on lui rajoute la contrainte de validation required. Donc le champ email est obligatoire. Par contre, comme tu peux voir, on ne met pas de pattern parce que le type email applique déjà son propre pattern. Hop. On vient ici créer donc un troisième field set qui va servir pour le password, le mot de passe. Donc label password input. Mot de passe input type password. Donc là, c'est pas, il n'y a pas de pattern, hein, c'est juste en fait quand tu indiques le type password, eh bien cela cache les caractères qui sont tapés par l'utilisateur. Donc s'il y a quelqu'un dans ton dos, il ne peut pas voir ce que tu saisis, à moins qu'il aille bien sûr dans les DevTools et qu'il change le type password par un type texte, ou tout simplement qu'il supprime le type et ça mettra un type texte par défaut. Donc le name, ça va être password, et ici l'id password input. Et donc ici, je vais venir copier ma jolie regex. Hop. Donc le pattern. Ici, on utilise des look-ahead dans la regex. Donc c'est quand on va vérifier en fait si l'ensemble de la string contient au moins un caractère donc minuscule avec ou sans diacritics, un caractère majuscule avec ou sans diacritics, un nombre et un caractère qui ne figure pas parmi ces groupes de capture là que l'on a spécifié là. Donc c'est-à-dire un caractère qui soit autre que ces caractères là. Donc on va se rajouter un title parce que quand tu as un pattern, d'ailleurs on va se le rajouter d'ailleurs sur les autres. Hein. On va se rajouter un title sur les autres caractères enfin sur les autres champs qui ont un pattern. Donc quand tu as un pattern, si tu veux qu'un message particulier soit indiqué lorsque la valeur saisie par l'utilisateur ne correspond pas, mais il faut spécifier un title, et donc c'est ce message qui sera indiqué comme message d'erreur. Donc du coup, pour des raisons de sécurité, votre mot de passe doit faire 12 caractères minimum, dont au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un symbole, dans un ordre aléatoire. Donc pour la puissance d'un mot de passe, je te recommande d'aller voir ma vidéo. Je crois, c'est la 5e que j'ai dû faire sur la puissance d'un mot de passe. Donc comment générer un calculateur de force. Et donc dans cette vidéo, j'explique, c'est les recommandations de la CNIL et surtout de la NSSI. Donc ton mot de passe doit du coup contenir grand minimum 12 caractères et être composé de la sorte pour que voilà, il soit déjà difficile, entre guillemets, difficile à craquer.
Après, plus ton mot de passe est long, mieux c'est. Mais c'est pour ça que là, on spécifie minimum 12 caractères. Ici, on spécifie pas de longueur maximale. Hein. Sachant que ça prendra du coup 255 caractères maximal, bien entendu. Vu que c'est un type... Donc c'est du type texte, quoi. Ça, c'est type varchar. Et donc, ouais, je disais... Donc là où on a mis des patterns, ici... attends. Je vais continuer d'abord dessus, là. Value, on va mettre Charles-Henri. Charles-Henri du 974. Donc là, en fait, c'est pas un password de ouf, quoi. Il est pas folichon. Mais en tout cas, il est assez long. Et il contient tout ce qui est demandé dans notre regex. C'est-à-dire au moins un caractère en majuscule, au moins un caractère en minuscule, au moins un symbole, et au moins un nombre. Donc c'est bon. Du coup... tac tac tac... Et on va se rajouter donc l'attribut de contrainte required. Et c'est ici, je vais me rajouter donc title, votre nom d'utilisateur doit être compris entre 6 et 20 caractères et ne doit contenir que des caractères alphanumériques sans espace. Tac et tac. Tac. Sont permis. Après, c'est que je suis restrictif là dans ma regex, mais ça et ça sont permis en guise de remplacement. Bref. Après, il faut faire quand même une regex moins contraignante quand même. Mais bon, là c'est pour... voilà, j'ai mis celle-là. Donc, voilà. Et puis voilà. Donc là, on va se copier ce field set là. Parce que... J'ai fait quoi? Tac. On n'a pas grand-chose qui change. Donc ici, c'est confirmation du mot de passe. Ici, c'est password confirmation input. C'est toujours un type password. Ici, on va retirer le name parce qu'on va pas envoyer la valeur de ce champ, on va pas la soumettre. Ça va juste être pour notre vérification en JavaScript. Ici, ça va être password confirmation input dans l'ID. Le pattern est identique, le title est identique, la value, on va le laisser identique également. Et c'est toujours required. Donc, première section, elle est faite, nickel. Donc là, si tu mets sur pause, tu te recopies ça tranquillement. Je te le monte un peu. Tac, voilà le contenu. Tu mets sur pause, tu te copies ça. Je la réduis, hop. Et on va attaquer la section Civil Status. Donc je viens dans mon code, moi également, je me le réduis. Et donc je suis... Hop, ici. Quoique, attends, j'ai oublié quelque chose, moi. J'ai oublié quelque chose, excuse-moi. Ici, j'ai oublié le bouton type Submit. Donc le bouton type Submit, le premier bouton type Submit, il va avoir comme ID Go to Civil Status Section. Ok? On va lui mettre un data attribute qui va être data hash et on va lui donner donc l'ID de notre section qui suit, donc Civil Status. Et c'est tout. Quoique, je vais mettre peut-être un title. Veuillez suivre les indications
pour passer à l'étape suivante. J'avais mis quelque chose du genre là dans mes liens. Veuillez suivre les ouais. Bon. Nickel. Ok. Et donc là, ça va être je passe à l'étape suivante. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on peut vraiment réduire. Hop. Tac. Donc je viens ici. J'ai ma section donc civil status. Je crée mon titre de section état civil. Je viens créer mon filset qui va contenir un label pour first name input, prénom. Je vais avoir un input type texte dont le name va être first name et l'id first name input. Le pattern va être le suivant. Je viens me le copier. Hop. Donc là, on dit quoi? On dit que l'on veut une lettre minuscule ou majuscule avec ou sans diacritics, une à plusieurs fois, suivie possiblement d'un espace, d'une apostrophe, d'un tiret, d'un point ou d'une virgule, donc pour les noms composés. Et donc ensuite, ici je me suis trompé, c'est l'étoile, donc suivi de 0 à plusieurs fois les mêmes caractères ici, donc minuscule ou majuscule avec diacritics. Et on veut que le tout contienne 2 à plus de caractères. 2 à je ne sais pas combien de caractères. Donc ensuite, je vais venir ici mettre une value, je vais mettre Charles. Je vais placer l'attribut disable ici et l'attribut required. Alors, tu vas te dire, pourquoi il met disable? Eh bien, tout simplement ici, dans la première section, tu as vu qu'on a mis un input, un bouton type submit. Si tu mets pas de disable ici, et que ces sections-là, donc les sections qui suivent et tous leurs inputs qui sont contenus dedans, si on leur met pas d'attribut disable, quand tu vas cliquer sur ce bouton submit ici, ben, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que du coup, ces champs ne seront pas focusables. Donc ils ne pourront pas avoir le focus. Et du coup, vu qu'ils seront vides, eh bien, il va pas être content, quoi, le navigateur. Il va te dire, non, mais moi, il y a un problème sur ce champ, il est pas focusable, donc en gros, il va pas continuer, il va arrêter là, quoi. Et donc, pour pas avoir ce problème, quand on fait ce submit là, il faut désactiver ces champs qui ne sont pas visibles. Ainsi, quand tu feras le submit ici, il n'y aura aucun problème. Pour lui, en gros, il aura à soumettre ce champ, ce champ, ce champ et ce champ-là. Les autres, il s'en fiche. Pourtant, on est bien, les champs qu'on rajoute là sont bien dans le même formulaire. Et quand tu cliques sur submit, tu veux soumettre l'ensemble du formulaire. Mais du fait qu'il soit à disable ici, il n'y a aucun problème. Donc, on a notre premier filset. Je vais le copier juste en dessous. Hop. Je vais modifier ça par... Hop, ici, je change first par last. Donc last name input, le name last name et l'id last name input. Ici, ça va pas être prénom, mais nom. Le pattern est identique. Ici, je vais changer la valeur, je vais mettre Henry. Et disable toujours en fonction et required aussi. Ensuite, hop, je vais faire un field set pour la date de naissance. Donc label for birth date input. Date de naissance. Input type date. Donc ça va être comme name birth date. Ici ça va être birth date input. Je vais lui placer une
une contrainte de validation HTML, donc max. Au maximum, la personne doit être née en 2002, en septembre, et donc le 2 septembre 2002. Donc c'est-à-dire qu'en gros, au maximum, faut que la personne ait au moins 18 ans, quoi. Je lui rajoute l'attribut disable et required. Hop. Et je vais lui mettre également une value de base. Bon, on va lui mettre 1978 0902. Voilà. Donc du coup, la personne là, elle a 42 ans, c'est ça? Ouais, 42 ans. Donc, il nous reste encore à rajouter un filset pour l'état civil ici, qui va concerner le sexe. Donc du coup, ici, je vais me rajouter un ID gender filset. On va en avoir besoin dans le CSS. Je vais rajouter cette fois-ci une legend, parce qu'avec un filset, tu peux rajouter une legend. Donc je vais mettre sexe. Ici, je vais faire un input type radio. Comme name, ça sera gender. Et ici, l'identifiant, ça va être mâle radio input. Je vais le sélectionner par défaut, donc checked. Je vais lui rajouter disable et required. Je viens lui mettre le label derrière, donc for mâle radio input. Et donc le label c'est homme. Je viens copier ceci. C'est toujours name gender, parce que c'est pas une checkbox, attention, hein, on a le même name, si tu veux que le bouton radio fonctionne. Ici, je viens mettre female. Je retire l'attribut checked. C'est pas un homme et une femme en même temps. Hein. Et ici, donc je viens mettre for female. Et ici, femme. Et de toute façon, on pourrait pas avoir les deux cochés en même temps, vu qu'on a le même name. Donc voilà, et il nous reste plus qu'à rajouter notre bouton type submit, dont l'identifiant va être go to profile picture section. Son data hash va être profile picture, donc ce qu'on retrouve ici. Hein. Et le title, donc on l'a mis tac ici. Alors, on va copier tout ça. Hein. Hop. Tac. Donc title, veuillez suivre les indications pour passer à l'étape suivante. Je passe à l'étape suivante. Donc voilà, la deuxième section est finie. Je viens là. Donc état civil, c'est fini. On va passer hop, à la troisième section ici. Profile picture. Et je suis en train d'oublier un truc. Donc ça, ok. Là, j'ai oublié. Donc sur chacune des sections, en fait, il faut leur rajouter une classe hidden. Cette classe hidden, dans le CSS, on fera en sorte que ces sections aient un display none. Donc je vais me le rajouter encore ici. Classe hidden. Ok. Désolé, j'avais zappé. Et donc, maintenant, on est à la section donc profile picture. Donc je vais me rajouter un H1, photo de profil. Je vais me créer un élément figure qui aura comme ID default avatar. Donc l'avatar par défaut que nous, on l'affiche ici. Image src égale image et c'est clown. Alt égale un avatar de clown. Donc, on se rajoute une légende à cette image. Fig caption. Hop. Fig caption. Avatar par défaut.
Donc avatar par défaut. Et donc ici, je vais me rajouter un field set. Donc attention, là, j'affiche un élément figure avatar par défaut. Mais en gros, ça, il sera placé par défaut. Enfin là, fictivement, tu le places par... Sinon, en réalité, tu le places par défaut côté serveur. Tu le mets pas dans le formulaire, quoi. C'est juste histoire d'informer, par exemple, la personne que si elle met pas de photo, bah, elle aura cette tronche par défaut, quoi. Donc là, j'ai mis une tronche de clown. Donc, field set, label, profile, picture, input. Ici, on va mettre sélectionner une photo de profil. Juste en dessous, on va se rajouter un input type file. Le name, ça va être profile picture. L'id profile picture input. On va lui rajouter un attribut accept qui va dire en fait à ton OS ben, j'attends tel type mime pour le fichier. Donc j'attends un fichier de type mime JPEG ou de type mime PNG. Enfin, je vais lui rajouter un attribut hidden parce que je veux que cet input soit caché. Parce que en fait, je vais jouer avec la propriété technique, le fait que le label soit lié techniquement à mon input via le for et son ID. Quand je vais cliquer sur le label que je vais styliser, ça va du coup m'ouvrir l'invite pour sélectionner un fichier. Donc c'est pour ça je le cache par défaut. Et ensuite, il me reste plus qu'ici à mettre mon bouton type submit de cette troisième section. L'ID, ça va être go to validation section. Le data hash, ça va être validation. Et ici, attends, on va se rajouter encore le title. Et pareil, j'aurais pu tout copier. Bref, je passe à l'étape suivante. Donc là, on est OK. Donc voilà la petite troisième section ici. Et on va attaquer la dernière. Donc la section validation qui est quasiment de la même taille. Donc H1, validation de mon inscription. Je me fais un field set, un label for registration, validation, checkbox, input. Bien sûr, tu peux nommer ça de manière différente. Hein. Là, je mets des trucs à rallonge. Je certifie que les informations saisies sont conformes et je confirme mon souhait de valider mon inscription. Pareil, tu mets les textes que tu veux, bien sûr, hein, c'est pour meubler. Ici, je vais faire une div avec l'ID emoji trick container. Je suis obligé en fait de passer par ce petit trick là parce que en fait un input ne peut rien contenir. Il ne peut pas contenir d'éléments. Et vu que je veux placer un pseudo-élément, moi, par rapport à cet input, tu peux placer un pseudo-élément en soi, mais du coup, il sera superposé à ton input checkbox. Et moi, je veux pouvoir le placer comme je veux. Donc, je vais devoir utiliser une petite combine. Ici, en gros, je crée un container. Je vais placer mon input type checkbox dedans. Donc, input type checkbox. Le name, ça va être registration validation. Ici, je vais copier l'ID qui est super long. Tac. Je vais mettre un disable, un required. Et ici, je viens créer mon span avec un ID emoji trick. Hop. Et grâce à ce span, c'est sur ce span que je placerai le pseudo-élément. Et je lui mettrai à ce span une position absolue, à ce container une position relative, et je pourrai placer librement
mon emoji. Hop, d'ailleurs, tac. Je pourrais placer mon emoji librement où je veux, donc le placer juste devant mon input. Donc voilà le petit trick que j'ai trouvé pour remédier à cela. Et donc, un petit bouton type submit. ID égale validation button. Title. Veuillez cocher la case pour valider votre inscription. Tac. Et là, je valide. Donc, ouais, je t'ai pas parlé ici. Tu vois qu'il n'y a pas d'attribut disable et required parce que tout simplement, je ne force pas l'utilisateur à devoir importer une photo vu qu'en plus de ça, on a déjà un avatar par défaut. Donc ici, il n'y aura pas d'aspect disable à retirer et compagnie. Parce que ouais, les attributs disable, on les retirera par la suite avec du JavaScript. Chaque chose en son temps. Et donc, là, on est bon. On est bon. Si je viens là, j'actualise. Bon, c'est déjà actualisé. Donc on voit qu'on a bien l'overflow hidden. Je peux pas scroller vers le bas ici. Donc, eh bien, on va attaquer le CSS de notre formulaire, parce que là, c'est vraiment pas joli. Hop, on revient ici. Je peux fermer l'HTML, moi. Je peux fermer ici. Et c'est parti. Donc, je vais cibler main, form et section. Donc, je cible toutes les sections, il y en a 4, de mon formulaire. Je vais leur donner une hauteur de 600 pixels, une width de 100%, un display flex direction column, justify content center, align items center. Voilà. Je vais donner un box shadow 002 rem et blanc. Tac. Donc ça nous donne cet effet là d'ombre derrière. Et je vais arrondir les angles parce que là c'est un peu trop pointu pour les enfants, c'est pas top. Il pourrait se faire très mal. Donc on va arrondir l'angle et on va se mettre 0.5 rem. Donc là ça fait moins mal. Ensuite, je vais du coup cibler. Donc là on voit que j'ai mon autre section en dessous, mais on ne devrait pas la voir. Nous on est sur l'onglet 1, on devrait voir que celle-ci. Donc du coup on va venir cibler main, form, section, et les sections qui ont la classe hidden. On vient les cibler, qu'est-ce qu'on fait? On leur applique un display anon. Donc du coup, paf, on retrouve bien juste notre formulaire, on retrouve notre footer, on est content. Donc voilà pour ça. On va cibler notre H1 contenu dans chacune de nos sections. J'aimerais bien le souligner. Donc, du coup, je vais faire main, form, section, H1. Je vais lui dire text decoration, je veux un underline. Hop. Du coup, mon texte est souligné, c'est cool, je suis content. Maintenant, je vais cibler chacun de mes boutons. Donc, main, form, section, button. Tu peux cibler, hein, bien sûr, tu peux cibler plus directement avec des ID et compagnie. Il n'y a aucun souci, même sans ID. Mais moi, j'aime bien, au moins, on sait de quoi... On sait, en faisant ainsi, je sais directement de quoi je parle quand je fais mon CSS, là. J'ai juste à lire mon fichier CSS sans aller repartir dans mon HTML et compagnie. Voilà, tu fais comme tu veux vis-à-vis de ça. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y en a des multiples, tu fais comme tu veux.
Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un padding de 0.5 REM, tu vois, qui est déjà plus gros. Je vais lui donner une police plus grasse, donc font weight bold. Hop. Je vais lui dire que la police, je la veux en uppercase. Hop. Donc du coup, il passe ainsi. Je veux la couleur qu'elle soit en blanc. Hop. Je veux un border radius à 0.5 REM pour arrondir les angles. Hop. Je veux pas de la bordure, c'est pas propre. Hop. Je ne veux pas d'outline dessus. Donc c'est quand tu cliques dessus, je ne veux pas d'outline. Là, tu vois que quand je passe la souris par-dessus, c'est la flèche. Moi, je voudrais bien une petite main. Donc cursor pointer. Je vais mettre un line 8 hop, de 1.5 REM. Par rapport au fait que je vais rajouter après un emoji dedans. Et je vais lui dire que je veux que sa width soit de 300 pixels. Maintenant, je vais lui dire ici ce que je vais faire à la rigueur. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais main, form, section, button. Donc en fait, sur mes boutons, à chaque fois que je clique dessus et que je maintiens le clic, je vais opérer une transformation de ce bouton et réduire du coup sa taille de 2%. Donc en fait ça fera un effet. Là je vais pas le faire parce que ça va directement me lancer... Bah je peux le faire. Hein. Hop, ça va directement me lancer... Donc ici j'ai une erreur 405 parce que je suis sous l'extension live server et il ne fait pas de requête post. Donc là, il allait me lancer voilà, ma page PHP, app.php, qui allait me lancer du coup la page YouTube avec Jacouille, c'est ok là. Bref, donc on peut pas voir. Hop, tu as dit s'il te plaît. On peut pas voir du coup l'effet là que ça fait pour l'instant. Mais en gros, voilà, c'est que ça te rétrécit quand tu cliques dessus, que tu maintiens actif le clic, mais ça te rétrécit le bouton légèrement. Donc quand tu fais un clic rapide, du coup, ça te fait un effet rebond quoi. Bref, t'as compris. Ensuite, je vais, hop, ici, cibler, hop, section, button, je vais cibler mes boutons type submit. Donc tu sais qu'ici, c'est tous mes boutons. Donc, du coup, en plus, je suis pas obligé de m'embêter à mettre tout bouton type submit, du coup. Je peux mettre tous mes boutons comme ça. Et je vais lui mettre un background linear gradient. Hop. Et j'ai mis to right. Et la couleur c'est 42 27 5A et 73 4B 6D. Voilà. Donc ça, les codes, je les invente pas. Je vais sur Gradient UI. C'est un site qui te permet de faire des gradients. Parce que moi, je suis pas designer. Hein. Ça se voit. Et donc, je viens cibler, tac, ici. Non pas tous les boutons, mais par contre, là, je suis plus sélectif. Le bouton qui a l'ID Validation Button. Donc, c'est-à-dire le dernier bouton de soumission. Et là, le gradient, c'est 76 B8 52. Et ici, c'est 8 DC 26F. Voilà, donc là, on verra pas du coup. Il y a plusieurs choses qu'on verra pas vu qu'on est bloqué ici. Et ouais. Enfin après, ce que je vais faire à la rigueur, je vais jouer sur les classes. On verra après. Si je viens jouer sur la classe là. Bah attends, pas pour l'instant. On va pas se perdre. On va rester là. Tac. Et donc. J'en étais où? Que je commence pas à me perdre. Donc là je vais cibler les pseudo-éléments after de mes boutons. Main, form,
section, button, after. Donc je vais mettre un margin left de 0.5 rem. Et je vais mettre un vertical align à middle, histoire de centrer mon emoji qui apparaîtra ici. Main form section button je suis toujours dessus. J'aurais dû me faire ça différemment. J'aurais dû faire button note celui qui n'a pas l'ID validation button. On va se faire ça ainsi. Parce que je l'ai fait différemment. J'espère que ça fonctionnera, qu'il n'y aura pas de soucis. Et donc, le content, ça sera l'emoji avec le code 21AA. Tac. Et la fonte size 1.5 rem. Ah oui, mais c'est after, autant pour moi. Hein. C'est le pseudo-élément. Hein. Tac. Ok, nickel. Pas de souci. Donc là, théoriquement, je cible tous mes boutons, sauf celui qui a l'ID validation button. Nickel. Et donc après, je vais me reprendre ça. Et ici, je vais justement cibler celui qui a l'ID validation button, donc son pseudo-élément. Et je vais lui dire que je veux le content 01F4AF. Et je lui ai mis 1.2 ROM. Donc ça, c'est l'emoji 100. Ici, peut-être réduire un peu. 1.3, ouais, nickel. Donc, ensuite, je vais cibler... c'est que là, je regarde mes trucs. Attends, je vais continuer un peu plus bas. Donc, main, form, section, field set, label. Je vais cibler mes labels. Là, tu regardes, quand je passe dessus, j'ai la flèche. Moi, j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien avoir le curseur pointer. Du coup, je viens là, nickel. Maintenant, je vais cibler les inputs. Hop. Et je vais leur dire, s'il te plaît, mets-moi un margin à 0.5 rem auto, s'il te plaît. Donc là, pour l'instant, ça change pas grand-chose. Tuk. Je vais cibler maintenant les field sets. Bah, à la rigueur, j'aurais pu cibler plutôt là. Main, form, section, field set, sauf celui qui a l'identifiant gender field set. Donc tu vas leur mettre un display flex direction column, justify content center, align items center, une width de 100% et un border none. Nickel. Hop. Donc, je vais, moi, me prendre du code, me le déplacer dans mon code que j'ai fait, histoire de pas me perdre. Je vais le mettre là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ouais. Ok, j'en suis ici.
Donc, maintenant je vais cibler form, section, field set, input. Sauf que là, je vais pas cibler tous les inputs. Je vais cibler tous ceux qui ne sont pas de type checkbox, ainsi que tous ceux qui ne sont pas de type radio. Donc tout ce qui est, grosso modo, tout ce qui est champ, quoi. Et donc, je vais leur mettre une height de 2 rem, donc c'est pour agrandir. Je vais leur mettre une border à none, un outline à none, un text line center, align center, histoire que ça me le centre dans mon input, une width de 300 pixels, pour que ça ait la même taille que mon input, enfin que mon bouton ici, une font size de 1.2 rem, donc pour agrandir un peu la font size, et un border radius, hop, 0.3 rem, on va se mettre 0.5 comme le bouton. Voilà. Donc là, c'est similaire au bouton. Maintenant, on va attaquer maintenant le field set ayant l'ID gender. Donc main form section field set qui a l'ID gender field set. On va lui dire qu'il aura une bordure ridge. Ah mais attends, c'est que là on le voit pas. Je vais voir si j'ai pas d'autres codes que je peux faire. Non. Mais du coup, ouais. Je vais venir dans l'HTML. Hop. Je vais mettre la classe hidden. Enfin, je vais juste la retirer. Non, ouais, je vais lui basculer, je vais lui mettre sur lui. Il faudra juste que je pense à le modifier après. Donc voilà, on arrive là, comme ça me permet d'appliquer le style en direct ici, c'est quand même plus sympa. Et donc, je suis ici. Hop. Donc, je vais appliquer un padding de 0.2 rem. Je vais appliquer une width de 50%. Et un border ridge 0.2 rem silver. Pourquoi j'ai dit 50% moi d'ailleurs et pas 300 pixels là? Ça passe, c'est correct. Je vais laisser comme ça, au moins c'est plus logique. Enfin, à voir si ça pète pas le design après. Ensuite, je vais cibler les inputs de type radio. Donc, section, field set, ID gender field set, input type égale radio. Ok, donc là, tu vois, ils sont assez petits ici. Moi, j'aimerais bien les agrandir. Pour ce faire, je vais faire un transform scale et je vais l'agrandir de 80% quoi. Je viens ici, je vais mettre un margin de 0.5 rem. Et du coup, quand je passe dessus, tu vois que c'est des flèches. J'aimerais bien avoir des curseurs pointer. Nickel. Donc c'est plus gros, c'est plus facilement cliquable, sachant que je peux également cliquer sur les labels, ça les sectionnera. Mais là, c'est plus sympa quand même. Ensuite, je vais m'occuper donc de... j'ai plus que... Donc là, je vais déplacer dans l'index HTML. Je vais prendre cette classe hidden là. Je vais la mettre de nouveau ici. Hop.
Donc là, on n'a plus rien comme formulaire. Et je vais la retirer à validation ici. Tac, nickel. C'est beau ça, hein. Et donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est attaquer donc la checkbox. Donc pour ce faire, on va venir ici, main, form, section, field set, et on va attaquer le container. Donc div ayant l'id emoji trick container. On va lui donner une position relative, un margin, un rem auto, comme ça met de l'espace, et une width de 300 pixels. Donc là tu vois rien toi, mais c'est histoire que tout soit calé, que ça soit de la même taille que le bouton. Ensuite, je vais cibler la checkbox. Donc, je vais venir copier tout ça au pied. Tac. Et ici, je vais cibler input type égale checkbox. Je vais lui changer le curseur, parce que ici, quand tu vois, je vais dessus, c'est une flèche. Moi, je voudrais un pointeur. Voilà, nickel. Et je veux l'agrandir. Donc pareil que pour les boutons radio, scale 2. Bim. Comme ça, c'est beaucoup plus gros. J'ai pas touché à ça, on va voir si ça fonctionne. Border none. Non, ça change rien. Je sais pas trop si on peut styliser. Je crois qu'on peut pas trop styliser les checkbox. Parce que moi, après, j'ai l'habitude de les styliser, mais via le fait que le label, j'utilise le label en fait pour styliser, mais là, bon bah, tant pis. On va rester comme ça, donc voilà, tac. Et ensuite, je vais cibler. Ah, je reprends ça, mais je vais cibler ici le span, qui a donc l'identifiant emoji trick. Je viens là, et là, je le passe, ce span, en position absolue. Je vais lui dire de se positionner à 6 rem de la gauche et à moins 0,6 rem du haut. Ok? Sachant que là, il se positionne par rapport à ma div. Et il me reste plus qu'une chose à faire. Je viens sélectionner, donc je vais reprendre ceci. Hop. Donc je viens sélectionner mon input type checkbox. Quand elle n'est pas checked, donc comme c'est le cas là, quand elle n'est pas checked, alors je vais agir sur son voisin, le span. Donc span emoji trick. Et je vais agir sur son pseudo-élément à ce span, donc before. Hop. Bien là, s'il te plaît. Tac. Je vais lui dire que tu vas avoir un contenu, mon petit gars, qui va être 01F449. Donc on la voit arriver, la petite main, on est content. Et je vais lui agrandir sa taille, font size 1.5 rem. Et boum! C'est pas beau ça un peu? Donc du coup, vu que c'est présent uniquement quand la checkbox n'est pas cochée, c'est ce qu'on a mis là, hein, not checked, si je la coche, ben là j'ai un souci, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais elle est disable, autant pour moi. Elle est disable, donc hop. Je viens retirer cet attribut là. Et là, tac, 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 nickel. Donc là, je reviens remettre notre attribut. Je viens remettre notre classe hidden ici. Classe égale hidden.
Et je viens supprimer notre classe hidden sur la première section du formulaire. Bim. Et là, je t'apprends qu'on a fini donc la partie 1 de notre forme multistep, donc qui se déroule en 2 parties. Donc on a fait ici l'affichage d'une section en overlay si JavaScript est désactivé. On a fait une navbar et on a fait un formulaire avec diverses sections qui seront affichées grâce à JavaScript. Et on fera donc les validations grâce à JavaScript également. Le CSS, on a fait le boulot. Ça fait quand même 270 lignes de CSS, c'est pas mal. Hop. Et puis voilà, fin de la vidéo.